Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pas un débrief parce que on a joué dimanche, on rejoue samedi, et là c'était l'occasion de faire une petite vidéo bilan mercato. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça sur la fin des mercatos, que ce soit estival ou hivernal, et là ça s'est terminé donc hier soir à minuit. Et donc, en tant que club de Ligue 1, c'est bien de faire un petit peu le point sur le mercato qui vient de se finir. Et celui de Monaco, il a été extrêmement particulier parce que, comme vous le savez tous, il ne s'est pratiquement rien passé. Et ce qui est assez surprenant parce que le début du mercato laissait présager quand même pas mal de mouvements. Et on va voir qu'il y a eu plein de facteurs qui sont rentrés en compte. Et au final, le mot qui vient un petit peu à l'issue de ce bilan, c'est la stabilité. Stabilité, ça veut dire qu'on n'a rien changé. On a perdu très peu de monde. Et on a fait venir très peu de monde aussi. En fait, le bilan, il est simple, c'est 1 pour 1. C'est une arrivée, un départ. Donc voilà, c'est un bilan qui est très très rapide à faire, très très simple, mais maintenant on va essayer de voir un petit peu derrière cette forme de stabilité, les raisons, les explications de ce mercato hivernal du côté de Monaco. Alors, si le mot stabilité est de mise pour résumer un petit peu notre mercato, donc le bilan, on va le faire très rapidement, donc c'est une arrivée pour un départ. Donc en fait, au tout départ, on avait le besoin de remplacer un joueur blessé, c'est-à-dire que Crépin Diatta s'est blessé en fin d'année dernière assez gravement. Il a pris 6 mois d'absence, donc autant vous dire que la saison de ce joueur était terminée. Et donc il fallait un remplaçant. Donc le poste de Crépin Diatta, c'était quand même ailier droit. Et à part Gelson Martins, on avait très très peu de monde pour le remplacer. On aurait pu permuter avec Sofiane Diop, mettre Golovin éventuellement, voire faire monter Aguilar sur le côté droit. Mais c'était pas du tout viable à long terme, et donc il fallait remplacer ce joueur blessé, et donc on attendait un mouvement au mercato. Et ce mouvement au mercato a été extrêmement rapide parce que fin décembre, donc avant l'ouverture officielle du mercato, on nous a fait savoir que du côté du Brésil, voilà, il y a un jeune qui allait arriver sous le nom de Wanderson. Et donc, il arrivait du Brésil, et nous, en tant que supporters monégasques, autant vous dire qu'on ne le connaissait pas, il a fallu vite le découvrir. Et donc, comme on fait toujours, d'habitude, on regarde les vidéos, on regarde les statistiques, on regarde le profil, et très vite, on a vu que c'était un arrière-droit. Bon, un arrière-droit, on s'est dit, au départ, c'est pas forcément le remplaçant de Crépin Diatta, mais bon... on va devoir enchaîner avec Sidibé, Aguilar et Wanderson. Donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Et on s'est dit peut-être que Sidibé ou Aguilar allaient partir pendant le mercato d'hiver. Et très très vite, on a vu que Wanderson a signé, donc est arrivé au mois de janvier, et très vite a joué sur le côté droit, mais alors pas du tout derrière, mais devant. Donc en gros, il jouait ailier droit, et on a vite compris que ça serait le remplaçant de Crépin Diatta, et ça serait aussi le remplaçant de Gelson Martins au niveau du poste. Donc voilà, donc ce mouvement-là est arrivé rapidement, c'est-à-dire qu'avant l'ouverture du mercato, et donc Wanderson est arrivé fin décembre à l'AS Monaco sur le flanc droit de l'équipe. Maintenant, au niveau des départs, eh bien, le bilan il est assez simple parce qu'on n'en a perdu qu'un seul. Ça a fait beaucoup jaser dans ce mois de janvier parce que Isidore est parti. Il est parti, c'est-à-dire que au niveau des postes, au niveau de l'avant-centre, au niveau de l'attaque, on avait donc 4 attaquants. Ben Yedder, Voland, Boadou et Isidore. Et donc on a fait partir Isidore, il est parti en Russie, à Moscou, et on a très vite vu que les dirigeants n'allaient pas le remplacer, et ça a fait beaucoup jaser au sein de la communauté, parce qu'on se retrouve à jouer 3 compétitions, la Ligue 1,
la Coupe de France et la Ligue des Champions, lapsus, l'Europa League avec Boadou, Ben Yedder et Voland, en sachant que Boadou est blessé en ce moment et c'est très compliqué de faire du turnover avec seulement 2 attaquants de pointe. Alors après ces 2 mouvements, donc le départ d'Isidore et l'arrivée de Vanderson, on s'est retrouvé quand même au début du mois de janvier avec beaucoup d'attentes par rapport aux résultats, par rapport aux performances, par rapport à des prestations qui cette année étaient extrêmement difficiles. C'est-à-dire que Niko Kovac avait fait une belle saison l'année dernière en finissant sur le podium de la Ligue 1. On avait fini 3e. On avait été en finale de Coupe de France. On avait fait quand même un très joli parcours tout au long de la saison passée. Et cette année, la reprise a été extrêmement difficile. Depuis le mois d'août à fin décembre, en fait, on a beaucoup galéré. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, on avait des résultats médiocres. Beaucoup de défaites, beaucoup de buts encaissés, beaucoup de difficultés dans le jeu, beaucoup de difficultés à reproduire la philosophie de Kovac avec le pressing, avec l'intensité, avec l'aspect offensif un petit peu flamboyant, des problèmes défensifs qui persistaient beaucoup. Et puis on avait aussi le mercato estival de Paul Mitchell qui donnait l'impression de ne pas donner satisfaction, avec un Boadou qui n'arrivait pas du tout à s'imposer devant, un Jacobs en grande difficulté défensif, Jean Lucas qui n'arrivait pas à performer au milieu de terrain. Donc on avait quand même tous ces mouvements qui avaient posé souci. Le gardien Nubel qui a eu un début de saison catastrophique avec des performances nullissimes au tout début de saison. Donc on avait quand même toute une situation fin décembre extrêmement compliquée. Et donc on s'est dit le mercato va être mouvementé. Et on a même vu lu des déclarations de la direction, Paul Mitchell, Petrov, qui ont dit clairement que ça allait bouger, que des bons joueurs allaient arriver au sein de l'AS Monaco parce que c'était facile de séduire des joueurs par rapport à un projet comme le nôtre, avec la Coupe d'Europe, avec l'histoire, avec le standing de l'AS Monaco. Donc on avait tous les feux qui étaient au vert pour recruter intelligemment, peut-être recruter beaucoup, pour combler les trous de toutes ces défaillances qu'il y avait depuis le début de saison, où l'équipe n'arrivait pas du tout à proposer du jeu, avec des résultats extrêmement compliqués. Alors certes, en Ligue Europa, ça se passait bien d'un point de vue comptable, mais dans le jeu, c'était compliqué, et en Ligue 1, on n'avait pas du tout la place qu'on mérite, c'est-à-dire le top 3. Mais il y a eu un choc, c'est-à-dire que dès le début du mois de janvier, en fait, Niko Kovac s'est fait virer. Alors là, ça a été comment je dirais, on est tombé de nos chaises tellement ça a été un choc, parce que au-delà de tout ce que je vous ai dit, les résultats n'étaient pas catastrophiques d'un point de vue comptable. Certes, dans le jeu, c'était pas très bon, mais d'un point de vue comptable, on n'était pas si mal en Ligue 1. On était qualifié pour les éliminatoires de la Ligue Europa et on était toujours en Coupe de France. Et là, Kovac s'en va. Et là, ça a été extrêmement compliqué à réfléchir sur la situation parce qu'on n'a pas compris. Et donc, il a fallu faire avec le peu d'explications que les dirigeants ont pu donner. Et honnêtement, aujourd'hui, Niko Kovac ne s'est pas exprimé, donc on ne sait pas vraiment la réalité des faits. On nous dit que le groupe s'entendait plus avec Kovac, que les consignes étaient trop dures, que l'entraîneur était beaucoup trop sévère, beaucoup trop compliqué dans la relation avec les joueurs, que le courant ne passait plus et que par rapport aux performances et par rapport au classement en Ligue 1, eh bien, les dirigeants ont pris une décision de stopper la collaboration avec le Croate. Et donc on a changé d'entraîneur et Philippe Clément est arrivé. Donc pas forcément un entraîneur très très connu. Il était à la tête du FC Bruges, il avait des résultats plutôt excellents en Belgique, avec des performances à Genk, à Bruges, avec des titres de champion remportés. Et donc très très vite, on a vu que c'était lui, le Belge, qui allait arriver à la tête de l'AS Monaco. Et donc nous, les supporters, on s'est retrouvés extrêmement surpris de ce changement de coach aussi rapide et aussi violent dans la période et dans la décision finale. Donc au final, oui, on s'est retrouvé quand même avec un nouvel entraîneur du jour au lendemain, sans trop comprendre ce qui nous arrivait au final.
Donc le changement de coach a fait beaucoup de mal à la communauté parce que on s'y attendait pas et qu'on a trouvé ça absolument injustifié. Et honnêtement, il y avait une forme de sympathie envers Kovac qui était assez partagée parce que c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Voilà, de par son charisme, de par ses résultats l'année dernière, de par tout ce qu'il avait réussi à construire depuis qu'il est arrivé. Et puis finalement, en 1 an et demi, il est parti et Philippe Clément est arrivé. Donc forcément, quand vous changez d'entraîneur, de coach, ben, le mercato, c'est plus du tout le même. Et donc ça, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense que Philippe Clément est arrivé avec la découverte d'un nouveau groupe. Et donc, il lui a fallu plusieurs semaines, plusieurs jours pour découvrir son groupe et forcément ben, trouver un système de jeu en rapport avec ce qu'il avait. Et très très vite, on a compris que Philippe Clément appréciait tout le monde et qu'il trouvait qu'il avait un groupe extrêmement intéressant avec un niveau très très élevé et visiblement, il s'est retrouvé avec l'idée que ce groupe-là pouvait ben, atteindre les objectifs de l'AS Monaco qui était quand même le podium. Et pourquoi pas un parcours élevé en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Donc très très vite on a compris que c'était difficile de faire partir des joueurs. On a aussi vite compris que c'était difficile d'en faire venir. Et donc au fil des semaines, au fil des jours, on a vu que le mercato nous sortait quelques rumeurs ici et là, mais rien de bien concret. Et puis petit à petit, les déclarations des journalistes, des insiders aussi sur les réseaux sociaux nous ont fait comprendre que il n'y aurait pas forcément de mouvement concret et que toujours la même rengaine avec les opportunités du mercato, avec la possibilité de peut-être faire venir un joueur si l'occasion se présente. Mais très très vite, on a vu qu'on voulait faire partir personne et qu'on s'est retrouvé donc avec ce nouvel entraîneur, avec un nouveau groupe, et avec de nouveaux objectifs qui lui a sûrement satisfait. Alors, donc très très vite, on a vite compris au fil des semaines qu'il ne se passerait pas grand-chose. On a eu des rumeurs, défensives, on a eu des rumeurs au milieu de terrain, on a eu, quoique des rumeurs en attaque, on n'en a pas eu beaucoup, mais une fois qu'Isidore était parti, on a vu des supporters, une communauté qui voulait absolument recruter un 4e avant-centre, parce que sur 3 compétitions à jouer, on s'est tous dit que 3 joueurs, ce serait sûrement insuffisant. Et en fait, un journaliste a posé la question à Clément, et Clément a répondu que c'était pas une bonne idée de recruter un 4e attaquant, un 4e avant-centre, parce que quand vous avez un système de jeu à une pointe, eh bien c'est compliqué de brider le numéro 3. C'est-à-dire que je pense qu'il pensait à Myron Boadou qui a beaucoup de mal depuis qu'il est arrivé. Et il s'est dit que s'il y avait un 4e attaquant, eh bien ça donnait peut-être la possibilité au 3e attaquant de jouer moins. Parce que forcément, le 4e ne jouerait jamais. Et on a bien vu que Isidore avait très peu de temps de jeu, mais que avec les blessures, avec les cartons, avec les indisponibilités, eh bien Isidore pouvait gratter un peu de temps de jeu ici et là, mais un petit peu comme Boadou, qui lui n'est pas forcément titulaire et ne gratte pas beaucoup de temps de jeu. Donc finalement, la philosophie de la direction et de Clément ont été de nous dire qu'avec 3 attaquants, ça suffirait pour faire la fin de saison sur 3 compétitions. Et il est bien évident qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que Boadou est blessé et qu'on tourne avec seulement 2 attaquants volant des beignets d'air et que sur le banc, nous n'en avons plus. Donc la communauté n'était pas contente, mais la direction, lui, était extrêmement satisfait du départ d'Isidore parce qu'ils nous ont expliqué clairement que ça suffisait largement d'avoir 3 avant-centres dans l'effectif. Donc voilà, des rumeurs derrière, on a eu la rumeur Gigotte sur les réseaux sociaux qui a signé à Marseille. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu la rumeur d'un milieu brésilien, on a eu beaucoup de joueurs du club du FC Bruges, forcément, que Philippe Clément arrivant, on nous a quand même prêté des intentions de recruter du côté de la Belgique et du FC Bruges avec un défenseur, même 2 défenseurs, je crois qu'on avait parlé d'Ensoki et de Mata.
Voilà, deux défensifs du club de Bruges, mais finalement ils ne sont jamais arrivés au club et Philippe Clément n'a jamais recruté dans son ancien club maintenant. Donc voilà, on a eu des rumeurs ici et là, défensives, au milieu de terrain, en sachant qu'au départ on nous avait quand même vendu que les profils recherchés au mercato d'hiver, ça serait un milieu défensif, pourquoi pas un défenseur central, et après on a pensé à un attaquant pour remplacer Isidore et pourquoi pas un ailier droit aussi pour remplacer Diatta, parce que Vanderson, on ne savait pas bien s'il était là pour remplacer Diatta ou pas. Mais au final, on a vu que rien ne s'est fait. Et que forcément, la situation du marché a posé beaucoup de soucis, parce que on a vu dans les autres clubs que ça a été compliqué de faire venir des joueurs de haute qualité. C'est-à-dire que nous, à Monaco, on voulait des renforts et pas des recrues, parce qu'on a un effectif de 29 joueurs aujourd'hui. En sachant qu'on a des pelés, on a des jeunes, on a pas mal de joueurs qui ne jouent pas beaucoup, et que les dirigeants se sont dit on ne va pas rajouter des joueurs pour faire gonfler un effectif avec forcément des joueurs qui ne joueraient peut-être pas beaucoup. On voit forcément, je vous parle de Pelé, mais on a aussi Marcelin qui revient à peine et qui continue de ne pas jouer, Fabregas qui ne joue toujours pas, Matsima qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, Pavlovic non plus, les jeunes, le Maréchal, Akilouche, j'arrive pas, Alikouche, j'ai vraiment du mal avec son prénom, j'en suis désolé. Mais voilà, tous les joueurs que je vous cite là, c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, et forcément, si vous recrutez, où on va les mettre, quoi. Donc c'était compliqué, et je vous dis, le marché fait que, on nous parle aussi d'un club de Monaco qui n'aurait pas beaucoup de moyens, qui ne veut pas forcément investir, qui serait plus enclin à vendre et à acheter cet été. Donc vous voyez, tout ça s'explique, ce mercato absent au mois de janvier, au mercato hivernal, et donc on comprend un petit peu mieux pourquoi le marché à Monaco ne s'est pas fait, et pourquoi le marché en général est compliqué avec l'aspect financier, le Covid aussi qui a mis peut-être des pertes d'argent au niveau de beaucoup de clubs. Puis après, vous avez les clubs en grande difficulté comme Bordeaux ou Saint-Etienne en Ligue 1 qui sont eux obligés de recruter comme ils peuvent parce qu'ils sont au bord de la Ligue 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après toute cette analyse-là, de ce mercato absent, du fait de ne pas recruter, de ne pas trop vendre non plus, ou de ne pas prêter non plus, on a vu qu'il y a des jeunes joueurs qui pouvaient intéresser des clubs de Ligue 1 qu'on a gardés, Pelé qui n'est pas parti, plein de joueurs qui n'ont pas forcément non plus sollicité d'offres mirobolantes. On a eu l'épisode Badiachil avec Newcastle. Newcastle qui a des nouveaux riches à leur tête et qui veulent acheter absolument toute la planète football. Visiblement, ils ont testé des tas d'agents pour recruter absolument partout. Et Badiachil a fait partie de la liste pour leur défenseur central. Et on voit que les dirigeants ont tenu tête au club anglais parce que Badiachil est resté et qu'on proposait quand même des sommes extrêmement élevées, autour de 40 millions d'euros. Et c'était forcément intéressant, mais les dirigeants ont tenu bon et sûrement attendent peut-être cet été pour le vendre officiellement. On a eu le cas de Tchouaméni aussi qui lui, pour le coup, marque les esprits dans les journaux parce qu'il est convoité par tous les grands clubs européens. On a parlé du Real Madrid, de Chelsea, de Liverpool, pourquoi pas. Et on voit des sommes absolument astronomiques pour lui parce qu'on parle de sommes entre 80 et 100 millions d'euros, ce qui serait une vente absolument folle. Mais nous, à Monaco, on a l'habitude de ces sommes records au niveau des ventes, mais là, cet hiver, il était hors de question de perdre qui que ce soit, et là, pour le coup, on critique Paul Mitchell et la direction, mais il a quand même réussi, depuis depuis qu'il est là, quand même, à garder un noyau dur, garder des joueurs importants, et garder des joueurs qui sont extrêmement bankable. C'est-à-dire que quand on voit les sommes annoncées pour Badiachil ou Tchouaméni, on se dit, là, pour l'instant, de les garder, c'est bien, on en profite, et on y pensera plus tard pour leur vente. Donc ce qui est intéressant avec
ce changement de coach et l'arrivée de Philippe Clément, c'est que dans la gestion de l'effectif actuel, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes sensibilités de choix de joueurs dans les effectifs, voire dans les 11 titulaires, parce que Kovac avait des joueurs qu'il préférait, des joueurs qu'il aimait moins, et Clément c'est la même chose, il y a des joueurs qui met en avant et des joueurs qui met un petit peu en retrait. Et donc on a vu que depuis que Philippe Clément est arrivé, il y a des joueurs qui ont plus de temps de jeu et d'autres qui en ont moins. Par exemple, Ben Yedder joue beaucoup plus, parce que il est extrêmement performant et que c'est une bonne raison de le laisser sur la pelouse pendant 90 minutes. Donc Ben Yedder retrouve du temps de jeu. Ben Yedder retrouve aussi de l'allant devant parce que le style Clément a l'air de favoriser les attaquants. On a Jean Lucas qui est beaucoup mis en avant en ce moment, à contrario d'un Fofana qui lui avait quand même fait la doublette idéal pour Niko Kovac, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a parlé de la doublette Fofana-Tchouaméni. Là on voit que Fofana, lui pour le coup, il est un petit peu plus mis de côté, et on a quand même un Matazo qui joue un peu plus, un Tchouaméni qui est titulaire indiscutable, et puis en ce moment c'est Jean Lucas qui retrouve du temps de jeu et qui retrouve aussi des performances, parce que les statistiques de Jean Lucas avec Philippe Clément sont extrêmement bonnes, et honnêtement s'il continue à progresser, c'est tout bénef pour les supporters. Rien à dire. Donc voilà, il y a des joueurs qui vont être un petit peu placardisés, d'autres qui vont être un petit peu plus mis en avant, mais ça c'est le lot de tous les rapports entre les coachs et les effectifs, entre le coach et les joueurs. Et honnêtement, ce mercato, comme il a été un petit peu mis de côté, c'est Clément qui va devoir faire sa tambouille, sa mayonnaise, avec cet effectif-là, ce groupe-là, ces joueurs-là. Et aujourd'hui, on voit quand même quels joueurs sont mis en avant, en sachant qu'on a une infirmerie qui est pleine et que sûrement, quand elle va se vider, on aura sûrement des joueurs qui vont eux aussi se réimposer dans l'équipe. Je pense à Sidibé ou à Badiachil par exemple. Et Boadou. Boadou, j'espère vraiment qu'avec Philippe Clément, il va retrouver un petit peu de confiance et du temps de jeu et pourquoi pas des buts. Parce que Boadou, pour l'instant, il n'y a rien qui va. Mais il faut être patient. Je pense qu'on a que ça à faire avec lui à l'heure actuelle. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo par le fait de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit. Je pense que voilà, on a eu un mercato extrêmement frustrant pour les supporters. On s'attendait à des renforts. Je ne parle pas de recrues, je parle à des renforts. Moi personnellement, j'attendais des joueurs peut-être d'un niveau supérieur, peut-être entre 25 et 30 ans. Des joueurs qui auraient pu rentrer directement dans la rotation, voire dans le 11, c'est-à-dire pourquoi pas prendre des places de titulaires directement. Au milieu de terrain, peut-être sur les côtés, peut-être derrière. Voilà, on s'attendait à des renforts extrêmement importants pour rehausser le niveau de l'équipe qui est quand même pas terrible sur le plan défensif, mais qui a l'air d'être un peu mieux sur le plan offensif. Donc il n'y a rien eu de tout ça, il n'y a pas eu de mercato, il y a eu Isidore pour Vanderson, c'est tout. Et donc il va falloir faire avec ce groupe-là pour finir la saison. Donc je vous l'ai dit, la Ligue 1, la Coupe de France qui devient extrêmement abordable avec l'élimination du Paris Saint-Germain, et la Ligue Europa qui va quand même être extrêmement puissante pour tout le groupe, pour tout l'effectif, pour tous les supporters, pour le coach, pour la direction, parce qu'une Ligue Europa, ça ne se prend pas à la légère, et qu'il va falloir briller, qu'il va falloir se transcender pour aller chercher des résultats dans une phase éliminatoire qui va être extrêmement compliquée. Donc il n'y a pas eu de mercato, il y a eu une stabilité, une stabilisation de l'effectif avec l'idée de la direction de ne rien bouger, de garder tout ce monde-là et surtout de faire confiance à un groupe qui doit faire beaucoup mieux dans cette deuxième partie de saison parce que nous sommes 7e de Ligue 1, on est largement décroché de l'Olympique de Marseille qui va jouer ce soir et qui peut-être peut nous mettre à 10 points. Et honnêtement, je ne sais pas ce que va être l'objectif final, mais si on n'a pas une montée en puissance avec une série de victoires qui pourrait nous rapprocher du top 5, avant de nous rapprocher peut-être du top 3, ça va être extrêmement compliqué d'atteindre nos objectifs. Et honnêtement, je pense que l'objectif numéro 1, cette saison, c'est le top 3 et surtout, une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine. Moi, j'en ai un peu marre de jouer la Ligue Europa, mais j'ai pas l'impression que l'AS Monaco est capable de jouer la Ligue des Champions. On voit bien que financièrement, au niveau du mercato, au niveau de la politique de Paul Mitchell, on a plus un club qui
qui est plus lié à la Ligue Europa que la Ligue des Champions. Honnêtement, si on jouait à la Ligue des Champions, là, maintenant, voire l'année prochaine, je ne sais pas comment faire avec ces effectifs-là, avec un manque de renfort évident. Il n'y en a pas eu cet hiver, il n'y en aura peut-être pas cet été, en sachant qu'à l'inverse, on va peut-être perdre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des joueurs très importants, avec Tchouaméni, Badiachil, Nubel, on ne sait pas trop ce qui va advenir, Ben Yedder non plus, parce que Ben Yedder, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, lui, il va peut-être en avoir ras le cul. Alors, Ben Yedder, il a 30 piges, donc je ne sais pas quel projet il pourrait avoir derrière, mais vu comment il performe chez nous en ce moment, il peut aller dans n'importe quel grand club aujourd'hui. Après, est-ce qu'il serait titulaire dans un grand club comme, je sais pas moi, Barcelone, Madrid, Liverpool, City, United, enfin je sais pas, je vous cite tous les grands clubs européens, mais honnêtement, moi Ben Yedder, je l'aime tellement que j'ai pas du tout envie qu'il parte. Mais cet été, ça peut être extrêmement mouvementé, et ça sera mouvementé aussi en fonction de la saison qu'on aura faite. Donc s'il n'y a pas de Ligue des Champions, j'espère qu'il y aura la Ligue Europa. Et puis pourquoi pas remporter quelque chose. Je vous l'ai dit, la Coupe de France, elle est abordable. Si on est sérieux, elle est abordable. Donc voilà, je clôture cette vidéo par ce petit bilan qui est quand même basé sur une forme de stabilité. Le changement de coach aura fait beaucoup de mal aux perspectives des dirigeants, je pense. Ou alors... C'est toujours pareil. Est-ce que les dirigeants avaient décidé de ne pas recruter avec Kovac, sans Kovac, avec Clément ou sans Clément? Ça, on ne le saura jamais. J'espère qu'un jour, Niko Kovac s'exprimera sur son éviction de l'AS Monaco parce que je le trouve extrêmement digne. Niko Kovac, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé humainement. Alors, peut-être qu'avec les joueurs, ça se passait pas bien, mais moi, si c'était quelqu'un d'autoritaire... Alors, il ne faut pas confondre l'autoritarisme et la sévérité et le respect, parce que moi honnêtement, si Kovac les faisait cravacher à l'entraînement pour obtenir ce qu'il voulait, pour moi c'est pas un défaut, hein, c'est plutôt une qualité. Mais humainement, je l'ai trouvé très bien du début à la fin, et encore aujourd'hui, le fait qu'il n'ait pas déclaré le pourquoi du comment de son éviction, ben, je trouve ça très classe. C'est-à-dire que si un jour il nous apprend les raisons du pourquoi, eh bien, on pourra juger à ce moment-là. Mais là, honnêtement, on ne peut pas savoir. On ne sait pas pourquoi il est parti. Moi, j'ai ma théorie. Je pense que la direction monégasque avait décidé de ne pas se renforcer cet hiver. Et peut-être que Kovac n'a pas apprécié. Et donc, il s'est peut-être pris le chou avec la direction en leur disant bah, « Écoutez, moi, si vous ne me renforcez pas l'équipe cet hiver, eh bien, je m'en vais. » Et voilà, c'est ma théorie. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Hein. Peut-être qu'il a vraiment des problèmes relationnels et qu'il a été extrêmement... il a été un petit peu trop loin avec le groupe, avec les joueurs, avec l'effectif, etc. Comme on nous dit que dans ses équipes passées, il a eu des soucis, c'est peut-être vrai aussi. Hein. Je n'ai pas la vérité, j'ai ma théorie personnelle, j'ai mon ressenti, mais aujourd'hui, voilà, il n'est plus là. C'est Philippe Clément qui est à la tête de l'équipe, et on lui souhaite tout le bonheur du monde, et on lui souhaite surtout cette saison d'aller au bout en Coupe de France, de faire un super parcours en Ligue Europa et surtout, la priorité des priorités, retoper, raccrocher le top 5 de la Ligue 1 et essayer tant bien que mal d'aller chercher le top 3 pour faire une saison qui sera très bonne si ces trois conditions-là sont réunies. Voilà. Donc je vous laisse, c'était peut-être un peu long, je n'ai pas trop calculé ma vidéo, mais je trouvais que c'était intéressant de faire un petit peu le point, de faire un petit peu le bilan aujourd'hui sur ce qu'est devenu l'AS Monaco en ce mois de février. Et maintenant, on va s'occuper du terrain. Voilà, objectif Lyon samedi, et 3 points, je veux rien savoir d'autre. À samedi!